Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition du 19h à la une de l'actualité de ce mardi 29 mars. S'acheminant vers la paix dans le monde, à l'issue des pourparlers russo-ukrainiens qui se sont déroulés en Turquie, des avancées sont observées. Sport, football, les matchs retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 se jouent aujourd'hui. L'Algérie affronte le Cameroun à 20h30. Nous irons au stade, nous sommes d'ailleurs, comme vous le voyez, les images au stade Mustapha Chaker de Blida pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah tout à l'heure. Comme vous le voyez sur les images, le match se jouera à guichet fermé. Les joueurs de l'équipe nationale sont entrés sur le terrain. Après la normalisation, place à l'action. Le régime du Makhzen qualifie les résistants palestiniens de terroristes alors que le Front marocain de soutien à la Palestine a appelé à des manifestations dans le royaume demain, mercredi, à l'occasion de la journée de la terre palestinienne. Sur le plan énergétique, l'Arabie Saoudite qui défend l'OPEP+, le prix du pétrole serait plus volatile si l'OPEP+ n'existait pas. Déclaration du ministre saoudien de l'énergie. S'acheminant vers la paix dans le monde, à l'issue des pourparlers russo-ukrainiens qui se sont déroulés en Turquie, les négociateurs ukrainiens ont annoncé vouloir un mécanisme international de garantie de sécurité qui assurait la protection de l'Ukraine. Kiev a par ailleurs annoncé qu'une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens serait possible. Sohila Kilal. L'Ukraine prête à accepter un statut neutre si elle obtient un accord international pour garantir sa sécurité. Accord dont seraient signataires plusieurs pays, notamment les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi la Turquie, l'Allemagne, la Pologne et l'entité sioniste. Kiev a par ailleurs exigé que la Crimée et les territoires du Donbass seraient temporairement exclus de l'accord. Nous voulons un mécanisme international de garantie de sécurité où les pays garants agiront d'une manière similaire à l'article numéro 5 de l'OTAN. Le négociateur ukrainien a laissé entrevoir une possible première rencontre au sommet avec Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine à l'issue des tractations de ce mardi, alors que Lavrov avait affirmé le contraire la veille. Nous pensons que suffisamment de documents ont été élaborés pour rendre possible la rencontre des présidents de l'Ukraine et de la Fédération de Russie. Nous avons envoyé une telle proposition à la Fédération de Russie et attendons sa réponse. Toujours dans le cadre des propositions de sortie de crise, l'Ukraine réclame également que la Russie ne s'oppose pas à son éventuelle adhésion à l'Union européenne. À l'issue des pourparlers de ce mardi, les Russes ont fait état de discussions substantielles et significatives. Ils ont également annoncé réduire radicalement l'activité militaire russe en direction de Kiev et de Tchernihiv. Le président turc, qui n'a pas de rôle de médiation dans les négociations, a de son côté invité les deux parties à mettre fin rapidement au conflit. De son côté, le négociateur en chef de l'Ukraine, David Akhamia, déclare que suffisamment de progrès ont été réalisés lors des pourparlers en Turquie afin de résoudre le conflit avec la Russie pour permettre une rencontre entre les présidents des deux pays. Nous pensons que suffisamment de documents ont été élaborés pour rendre possible la rencontre des présidents de l'Ukraine et de la Fédération de Russie. Nous avons envoyé une telle proposition à la Fédération de Russie et attendons sa réponse. Le changement de stratégie de la Russie sur le terrain est de nouveau confirmé par le ministre russe de la Défense. Moscou va désormais se concentrer sur la libération du Donbass, la première étape de l'opération étant achevée. Sergueï Shoïgu assure également que la fourniture par les Occidentaux d'armes létales à l'Ukraine pourrait créer une menace pour les Européens eux-mêmes. Les tâches principales de la première étape de l'opération sont globalement terminées. Le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes a été considérablement réduit, ce qui permet de concentrer l'attention
et les efforts principaux sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass. Et le changement, 48 heures avant la fin de l'ultimatum lancé par le Kremlin aux Occidentaux, les pays du G7 ont annoncé le refus catégorique de payer leurs transactions énergétiques en roubles. La décision de Vladimir Poutine a fait des émules dans les pays de l'Union européenne. L'Allemagne, à la tête du G7, affirme que la demande de la Russie est une violation unilatérale et claire des contrats existants. Neila Hamoud. Les pays du G7 signent et persistent. Pas de paiement du gaz russe en roubles. Selon eux, cette obligation montre que Vladimir Poutine est dos au mur. La semaine dernière, le président russe l'a annoncé. Son pays n'acceptera plus de paiement en dollars et en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne, tout en rappelant que des propositions concrètes seraient élaborées en ce sens d'ici jeudi. Tous les ministres du G7 ont été entièrement d'accord pour dire qu'il s'agirait d'une violation unilatérale et claire des contrats existants. Les contrats conclus sont valables et les entreprises doivent rester fidèles à leurs contrats. Le paiement en roubles n'est pas acceptable et nous demanderons instamment aux entreprises concernées de ne pas suivre la demande du président Poutine. Au-delà de l'effet psychologique, l'objectif de Vladimir Poutine est de déstabiliser les pays de l'Ouest dans ce jeu de sanctions. Les conséquences se sont faites sentir, les cours du rouble ont augmenté. De cette façon, Poutine pourrait éviter que les oligarques russes ne cumulent des réserves en devises. Le but est d'éviter qu'elles constituent un trésor en euros et en dollars. C'est également un moyen de contourner le droit extraterritorial américain. Ce principe autorise la loi américaine à condamner un groupe ou des individus d'un autre pays exerçant son commerce en dollars. Pour le moment, les hydrocarbures russes ont été épargnés des sanctions. En revanche, le Kremlin a été coupé du système financier mondial SWIFT et les actifs de la Banque centrale russe paralysés. Et le chancelier allemand, justement, insiste sur la réduction au plus vite de la dépendance de l'Allemagne au gaz, au pétrole et au charbon russe. L'Allemagne assure que les premières étapes importantes ont été franchies pour se libérer de l'emprise des importations russes. Mohamed Ali Ben Jaben. Berlin insiste de réduire sa dépendance à l'égard des ressources énergétiques de la Russie, en se passant de son charbon d'ici l'automne et de son pétrole à la fin de l'année. L'Allemagne, qui importe 55% de ses besoins en gaz naturel, 35% de pétrole brut et 45% de charbon de Russie, se trouve aujourd'hui dans une situation complexe. Ce tournant signifie également que l'Europe doit devenir moins dépendante des livraisons d'énergie russe. Nous savons que l'Allemagne doit réduire au plus vite sa dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe. Nous travaillons d'arrache-pied à la diversification de nos sources d'approvisionnement en énergie. Le processus s'annonce plus long. Les premières étapes importantes ont été franchies pour se libérer de la dépendance énergétique russe. D'ici le milieu de l'année, les importations de pétrole russe en Allemagne devraient avoir diminué de moitié. À la fin de l'année, nous visons une quasi-indépendance. L'automne prochain, nous pouvons devenir globalement indépendants du charbon russe. L'Allemagne pourra être largement indépendante du gaz russe d'ici mi-2024. Berlin a déjà réduit ses importations ces dernières semaines, qui ne représentent plus que 40% contre 55% avant le conflit russo-ukrainien. Le pays a débloqué 1,5 milliard d'euros début mars pour des achats massifs de gaz liquéfié, livrés par l'Océan et provenant de producteurs diversifiés comme le Qatar ou les États-Unis. Et l'actualité est aussi sportive. Ce soir, la deuxième manche des matchs barrages qualificatifs au Mondial du Qatar 2022 se joue ce soir. Des affiches plus qu'alléchantes. Les trois sélections d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie et Maroc
ont pris une sérieuse option sur la qualification qui va se jouer ce mardi. 2 matchs sont en cours. Le Sénégal qui affronte l'Égypte. Le score est de 1-0 en faveur du Sénégal. Le Nigeria, lui, affronte le Ghana. Le score est d'1 partout. Les 3 derniers billets du continent africain vont se jouer ce soir à partir de 20h30. La Tunisie face au Mali, le Maroc aux Républiques démocratiques du Congo et l'Algérie affrontera le Cameroun. Focus ce soir donc sur le match que tous les Algériens attendent impatiemment. L'Algérie est face au Cameroun. Le match va se jouer à guichet fermé. Sans plus tarder, direction le stade de Moustapha Tchaker de Blida pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad. Alors j'imagine que l'ambiance est au rendez-vous pour accueillir dans les meilleures conditions l'équipe nationale algérienne. L'ambiance est au rendez-vous, le public algérien est aussi au rendez-vous. On va dire le stade Moustapha Tchaker de Blida est plein pour soutenir les Verts de Djemal Belmadi dans cette sortie. On va dire la dernière sortie de la Coupe du Monde Qatar 2022. La deuxième manche ici à Blida. Les supporters se sont déplacés un peu partout pour soutenir les coéquipiers de Riyad Mahrez qui ont déjà refoulé à la pelouse de Blida. Ils ont été accueillis par le public algérien. Il y a aussi Majid Bouguera qui est présent et Sharafdin Amara qui vient d'effectuer son entrée au stade Moustapha Tchaker de Blida. Il y a quelques supporters camerounais qui sont aussi déplacés de Douala et de Yaoundé ici à Blida en Algérie. Je pense que c'est un match très difficile pour les deux équipes. Riyad, c'est un match de qualification, c'est une finale entre deux grandes nations de football qui n'étaient pas présents à la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc je pense que l'Algérie et le Cameroun ils vont nous offrir un très très grand match et je pense que Djemal Belmadi ne va pas laisser passer son avantage et sa victoire à Douala d'1-0 ici. Je pense que Belmadi va essayer de faire le maximum pour garder cette victoire et aussi pourquoi pas pour surprendre cette équipe de Cameroun de Rigo Barson. Qu'en est-il de la pelouse, Faisal? Elle a l'air d'être en très très bon état pour voir un très beau match ce soir. Impeccable, magnifique, c'est une pelouse, on va dire, magnifique, c'est une pelouse vraiment extraordinaire. On va avoir du jeu, les deux équipes sont deux équipes qui produisent le jeu, sont deux équipes qui savent jouer au ballon, c'est deux équipes qui ont beaucoup de stars, à l'image de Choupo-Moting, côté camerounais, Riyad Mahrez, côté algérien. Je pense que la pelouse est vraiment magnifique pour voir un très grand match, un très beau match et aussi des beaux buts, pourquoi pas, surtout côté algérien. Très bien, merci Faisal. Restez avec nous, on va essayer de vous joindre juste avant le début du match, à la fin de cette édition, pour avoir au moins la composition d'équipe des deux rencontres, des deux équipes plutôt. Voilà. Dans le reste de l'actualité, le revirement de Madrid quant à la question sahraoui fait encore parler de lui, cette fois-ci au sein du Parlement européen où des voix s'élèvent pour condamner la nouvelle position du gouvernement espagnol. L'initiative émane d'un groupe parlementaire de 19 eurodéputés. Il rejette tout bonnement la décision espagnole et appelle au respect du droit international au Sahara occidental. Arim Boukhari. Dans une lettre adressée à Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les 19 eurodéputés ont exprimé leur profond rejet de la décision adoptée par le chef du gouvernement espagnol concernant le Sahara occidental. Ils appellent Josep Borrell à défendre au nom de l'Union européenne le respect du droit international au Sahara occidental, tout en assurant que nier le droit du peuple sahraoui à la décolonisation de son territoire, c'est choisir le camp de l'occupation brutale du Maroc. À cet effet, dans leur lettre, les eurodéputés pointent du doigt la responsabilité de Madrid. Selon eux, il appartient à l'Espagne, en sa qualité de dernière puissance colonisatrice, d'administrer son droit à l'autodétermination, conformément au droit international, et dans le but de mettre aussi l'Union européenne face à ses responsabilités. Les signataires
signataires rappellent que l'occupation militaire et coloniale du Maroc demeure un obstacle au respect des résolutions répétées du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Maroc qui continue, précise-t-il, son pillage des ressources naturelles au Sahara occidental. Il signale que cette exploitation abusive à maintes reprises était rejetée par la Cour de justice de l'Union européenne. Issus des groupes politiques des socialistes démocrates, des Verts, des Renew Europe et de la gauche, les 19 signataires de cette lettre, membres de l'intergroupe pour le Sahara occidental au Parlement européen, se sont toujours exprimés à plusieurs occasions en faveur de la cause sahraoui. Leur voix s'ajoute à celle des parlementaires espagnols qui dernièrement ont vigoureusement condamné la nouvelle position de l'Espagne sur le Sahara occidental, la qualifiant de contraire à la légalité internationale et un détachement clair des engagements de Madrid envers ce territoire occupé. Une délégation du Parlement européen en visite dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. À sa tête, l'ancien ministre autrichien et membre du Parti socialiste André Schneider vient inspecter la situation des réfugiés sahraouis et s'enquérir du bon fonctionnement des institutions internationales sahraouies. Ce groupe parlementaire européen a été reçu hier à Alger par Ammar Bellani, envoyé spécial algérien chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Par ailleurs, Amnesty International dénonce la situation catastrophique dans les territoires sahraouis occupés. Dans son rapport annuel, l'ONG relève que le Maroc a accentué ses exactions et ses violations des droits de l'homme, notamment après la reprise des armes par les Sahraouis au lendemain de la violation par Rabat du cessez-le-feu en novembre 2021. Une trêve est en vigueur au Sahara occidental depuis plus de 30 ans. Et en réponse à ce changement de position de Madrid vis-à-vis de la question de la décolonisation du Sahara occidental, l'Algérie va procéder à la révision de tous les accords conclus avec l'Espagne, annonce faite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Chakib Qaïd, lors d'une visite à Rome hier lundi. Et l'Université des sciences politiques et des relations internationales d'Alger a organisé aujourd'hui une journée d'études portant sur la cause juste du peuple sahraoui, dont le thème était les défis et les perspectives de l'autodétermination du Sahara occidental. À cette occasion, une multitude d'étudiants étaient présents et ont témoigné de leurs intérêts pour la cause sahraoui. J'ai assisté aujourd'hui à la journée d'études portant sur la juste cause du Sahara occidental, des enjeux, des défis liés à la résolution de ce problème. Nous, en tant qu'étudiants, on a connu la participation de professeurs venant de l'Université d'Alger, l'Université nationale et notamment internationale, qui ont apporté une vision par rapport aux vraies causes de ce problème. Et l'armée populaire de libération sahraoui a exécuté de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Mehbes, Guelta, Farsia et Amgala. Selon le ministère de la Défense sahraoui, des unités de la PLS ont ciblé avec des bombardements intenses les forces de l'occupant marocain. Et le Front marocain de soutien à la Palestine a appelé à des manifestations dans le royaume demain mercredi à l'occasion de la journée de la terre palestinienne, dénonçant ce qu'il qualifie de ruée vers la normalisation avec les sionistes. Dans une déclaration publiée au terme de la réunion de son secrétariat national, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a appelé toutes les forces nationales marocaines à affirmer le soutien du peuple marocain aux droits du peuple palestinien. Les Marocains sont invités à cette occasion à la commémoration individuelle et collective de la journée de la terre palestinienne, marquant le souvenir des événements de ce jour en 1976. Le Maroc, il en est question dans le prochain sujet. Après la normalisation, place à l'action. Le régime du Makhzen affiche clairement sa trahison à l'égard de la cause palestinienne en qualifiant les résistants palestiniens de terroristes depuis les territoires occupés par l'entité sioniste. Abdelkader Idrieff.
Il est loin le temps où les pays arabes faisaient front commun contre l'entité sioniste et ses agressions à l'encontre du peuple palestinien. Après la normalisation, le régime du Makhzen ne cache plus son admiration pour son leader sioniste. Tous deux ont des ambitions expansionnistes. Ils entretiennent un régime d'apartheid infâme dans les territoires sahraouis et palestiniens qu'ils occupent illégalement. Lors d'une rencontre ayant regroupé 4 pays arabes ayant normalisé avec l'entité sioniste, sous l'égide de la nouvelle administration américaine, Rabat a officialisé sa trahison à la cause palestinienne, précisant que cela remontait à loin. Cela a été reconnu par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, en territoires occupés, prenant désormais parti contre les vaillants résistants palestiniens qu'il a qualifiés de terroristes. En échange, Rabat est grassement payé. Le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste a même déclaré son soutien à l'illégale occupation marocaine du Sahara occidental. Le plan dit de paix présenté par l'ancienne administration américaine commencerait à se matérialiser. Le Big Deal prend tout son sens. Dealer devient une affaire d'État. Lassés de plus d'une décennie de chaos et de violences fratricides, les Libyens n'ont plus le goût à la guerre, mais veulent aller aux urnes pour élire une autorité unifiée et aider la Libye à retrouver la stabilité. Déclaration de Stephanie Williams, l'émissaire de l'ONU en Libye, s'exprimant dans un hôtel à Tunis où elle avait rencontré des membres du Haut Conseil d'État basé à Tripoli. Ce fut une énorme déception pour le peuple libyen, le fait que les élections n'ont pas eu lieu le 24 décembre de l'année dernière. C'est une décision qui a été faite par la Haute Commission électorale, une décision entièrement libyenne, une décision souveraine libyenne que nous avons certainement respectée. Je pense que nous pouvons nous féliciter de l'absence de violence sur le terrain et des consultations approfondies que j'ai menées avec les Libyens à travers le pays, notamment dans le sud de la Libye, qui montrent qu'il n'y a zéro appétit pour revenir à un conflit à grande échelle en Libye après 11 ans de guerre et de division. Stephanie Williams qui considère les élections comme unique porte de sortie de crise de la Libye. Pour ce faire, les deux camps qui se disputent le pouvoir doivent se mettre autour de la table des discussions. Ce n'est qu'à travers des élections nationales et la mise en place d'un exécutif démocratique élu que nous pourrons voir émerger un gouvernement libyen uni et véritablement souverain. Il y a une crise autour de l'exécutif, un bras de fer politique sur qui doit siéger à Tripoli. Mais cela peut être résolu. Les deux chambres se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Nous sommes à un tournant crucial pour les emmener autour d'une même table de négociation avec de bonnes intentions et de bonne foi pour régler ce problème. Je sais qu'ils peuvent y arriver, mais ils doivent d'abord se mettre autour de la table. I know that they can do this, but they have to get to the table. Et le président tunisien Kais Saïed a dénoncé les réunions illégales du bureau du Parlement suspendues par la décision du président tunisien. Des réunions, selon Kais Saïed, qui visent à créer le désordre dans le pays secoué par une profonde crise politique. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui a été appelé réunion virtuelle est illégal, parce que le bureau de l'Assemblée est gelé, tout comme l'Assemblée. L'État ne s'en remettra pas que par le biais d'un système judiciaire indépendant, auquel s'opposent ceux qui tentent de porter atteinte à l'État et ceux qui tentent désespérément de faire un coup d'État. Direction le Mali, le pays se lance dans une conquête de nouveaux investissements étrangers en vue de relancer son économie à partir du Moyen-Orient, un business model que le Premier ministre a fièrement défendu. À Doha, Kherdin Batash. Ragaillardi par ses choix politiques en faveur d'une émancipation vis-à-vis de la présence française sur son territoire. Le Mali sort de sa coquille et s'en va chercher de nouveaux alliés économiques au Moyen-Orient. Au forum de Doha 2022, le Premier ministre malien Choguel Maïga n'a pas mâché ses mots. Il est vrai qu'il y a des malentendus avec certains partenaires extérieurs, essentiellement
Vous les connaissez, c'est les pays européens. Bon, ça se comprend, c'est des luttes d'influence stratégique, mais nous ne voulons plus être prisonniers d'une seule alliance. Nous voulons le multilatéralisme sur tous les plans. Car toujours sous embargo, le Mali est aussi affaibli par les conséquences des sanctions toujours en vigueur prises à son encontre par la CEDEAO. Le pays a besoin de nouveaux investissements et de cash flow pour relancer son économie. Choguel Maïga n'hésite pas à le clamer haut et fort à Doha, à l'intention de partenaires qualifiés de naturels historiquement. Nous sommes venus aussi pour demander la solidarité de nos amis, comme le Qatar. Nous nous souvenons que, vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le Qatar aussi était victime d'embargo. J'ai tenu à rappeler que nous aussi aujourd'hui nous sommes sous embargo. Et notre souhait, c'est que nos amis soient à nos côtés. Mines, énergie, agriculture, le Mali foisonne de richesses naturelles et les opportunités d'investissement explorées se font nombreuses. De son côté, le président de l'association des hommes d'affaires du Qatar a déclaré être fin prêt à saisir la perche tendue par le Premier ministre. Cheikh Faisal a invité les autorités maliennes à présenter des projets prioritaires qu'il s'engage à financer. Un forum entre responsables politiques et acteurs économiques des deux pays devrait ainsi voir le jour prochainement, dans une tentative de concrétiser cet élan nouveau en faveur d'une relance rapide de l'économie malienne. L'envoyé des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, a annoncé lundi au Conseil de sécurité qu'une phase intensive de pourparlers devrait commencer dans les 2 prochaines semaines en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel et d'un gouvernement dirigé par des civils habilités à diriger le pays pendant la période de transition. L'Organisation des Nations Unies s'est dite satisfaite de la bonne conduite de la feuille de route de la transition au Tchad. Déclaration de François Lousseni Foll dans la capitale tchadienne. Représentant spécial onusien pour l'Afrique centrale, selon Fall, qui s'exprimait à l'issue d'une audience que lui a accordé le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. C'est un sans faute pour le moment, les choses se passent très bien, le calendrier est respecté. La situation humanitaire dans le nord de l'Éthiopie reste préoccupante dans les régions affectées par le conflit qui dure depuis plusieurs années, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Dans son dernier bulletin, l'agence onusienne pour les réfugiés a indiqué que la situation humanitaire dans le nord de l'Éthiopie était vivement préoccupante avec 2,6 millions de déplacés internes, plus de 240 000 personnes rapatriées et 94 140 réfugiés et demandeurs d'asile des régions d'Afar, d'Amhara et du Tigré. En Afghanistan, fermeture une nouvelle fois des portes des écoles aux femmes. Une décision qui a suscité de nombreuses condamnations, dont celle de l'ONU et de l'UNESCO. Une décision arbitraire des talibans selon les différentes organisations, au moment où aucune explication claire n'a été donnée par le ministère afghan de l'Éducation, du moins pas pour le moment. Nariman Zekar. De nombreuses associations de défense des droits des femmes en Afghanistan appellent à sortir clamer le droit d'étudier librement. Un mouvement très encouragé par la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, militante pour l'éducation des filles. Elle a exprimé lors d'un forum à Doha au Qatar son incompréhension et son inquiétude vis-à-vis de l'équité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l'éducation. Cet appel du mouvement féminin intervient après la manifestation d'une vingtaine de femmes et de filles samedi à Kaboul, la capitale, avant d'être dispersées par des talibans armés. Après avoir donné de faux espoirs aux filles afghanes, les talibans au pouvoir depuis août 2021 sont revenus mercredi dernier sur leur décision de permettre aux jeunes afghanes d'étudier dans le secondaire, quelques heures à peine après la réouverture annoncée de longue date des différentes classes. Une annonce aussi brutale qu'inattendue et qui intervient alors que de nombreux élèves étaient de retour sur les bancs des écoles.
Le ministère de l'Éducation afghan n'a pas donné d'explication claire suite à cette soudaine décision, stipulant que leur politique n'est en aucun cas contre l'éducation des filles et que les raisons de la fermeture des établissements sont uniquement d'ordre pratique. Depuis plusieurs mois, les talibans imposent de nombreuses restrictions aux femmes, notamment l'accès restreint à certaines professions, leur façon de s'habiller, mais aussi la limitation de leurs déplacements. Le Salon du livre d'Alger a accueilli 2 tables rondes dédiées à la thématique des passerelles culturelles en Algérie, entre l'Algérie et l'Italie, la littérature et la traduction conçues comme des ponts entre les 2 rives, mais surtout le cinéma où les 2 pays ont une histoire de coproduction riche incarnée par le film mythique de la bataille d'Alger. C'est un sujet signé Sofiane Barouti. La salle de conférence Silla a accueilli un programme dédié aux passerelles culturelles entre l'Algérie et l'Italie, ouvert par une table ronde sur la littérature, avec au menu différentes formes d'expression et la traduction conçue comme la matrice du rapprochement entre les peuples. Les cadres du Silla, c'est les cadres principaux dans lesquels on peut aborder les thèmes de la coopération dans les domaines littéraires. Et bien sûr, il y a eu, on s'est réjoui du fait qu'il y a eu des projets de collaboration autour de la traduction, bien sûr, d'œuvres d'écrivains algériens, donc traduits directement en italien par des maisons d'édition italiennes intéressées à la littérature algérienne et aussi à l'envers. Donc on a abordé ce thème, le thème de la traduction qui est la base pour faire connaître notre littérature en Algérie. Le thème c'était d'améliorer les rapports de collaboration directe entre les maisons d'édition italiennes et algériennes pour traduire les auteurs italiens et algériens. Le cinéma italien a eu la part belle, principalement la coopération et la coproduction dans l'industrie cinématographique entre Alger et Rome. Salim Agar, expert de la sphère cinématographique et réalisateur d'un documentaire sur le film mythique La bataille d'Alger, a évoqué les différentes dimensions du florissant partenariat entre l'Algérie et l'Italie dans le 7e art. Youssef Saadi, Moudjahed et chef emblématique de la zone autonome, était au cœur de l'ouvrage cinématographique bilatéral avec sa société de production Casbah Films. 8 films italiens ont été tournés en Algérie dans le cadre de la coproduction. Les intervenants ont aussi mis en exergue l'impact du cinéma italien en Algérie, ainsi que les perspectives de développement et de coopération culturelle qui ont été abordées. En fait, il y a un accord. On a abordé ce thème lors de la visite d'État. Et en fait, le cadre de la visite d'État, c'était aussi une occasion très importante pour renouveler des accords dans les domaines de l'archéologie, de la restauration, mais aussi il y a aussi l'accord de coopération cinématographique. Voilà. Donc on espère, on y travaille dessus. Le processus est long et lent. Mais il y a toute la volonté d'arriver à un renouvellement de l'accord de coproduction cinématographique. Les perspectives de développement de la coopération culturelle ont été abordées, ainsi que l'importante réserve d'archives filmiques dont dispose l'Algérie. Un débat bien animé a succédé à cette journée où les différents intervenants ont attiré l'attention sur différents pans de la volonté commune de construction de passerelles culturelles et artistiques sur les 2 rives de la Méditerranée. Et comme promis, avant de nous quitter, retour au stade Mustafa Chakir de Blida pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, vous m'entendez ? Je vous entends. Alors très bien Faisal, dites-moi, est-ce que vous avez pu avoir la composition des 2 équipes ? À 1h du match, on attend toujours la composition officielle des 2 équipes, mais on a une composition probable pour l'équipe d'Algérie. On parle beaucoup de Youssef Attal à gauche à la place de Rami Bensebeni. Et c'est Jamal Belmadi qui va garder les 5 défenseurs. On va jouer avec 5 défenseurs. Il s'agit de Ben Ayada et aussi de Jamal Belamri, Issa Mandi Bedran, et à gauche il sera le joueur de l'Ogénis, Youssef Attal. Au milieu de terrain on parle de Ramiz Zerrouki, Ismail Benasser, et en attaque on aura Riyad Mahrez le capitaine, Islam Slimani le buteur face à cette équipe de Cameroun à Douala, et surtout le passeur décisif Youssef Belaïli. Je pense que l'Algérie va essayer de jouer un peu les contres afin
de bénéficier du jeu camerounais, qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gagner. Par contre, pour l'Algérie, un score de match nul suffira pour aller au Terre Qatari pour la Coupe du Monde 2022. On croise les doigts pour l'équipe nationale algérienne. Merci beaucoup Faisal pour toutes ces informations concernant les matchs qui se jouent en ce moment. L'Égypte est toujours menée par le Sénégal. Aucune des deux équipes n'est pour le moment qualifiée dans l'autre match qui oppose le Nigeria et le Ghana. Toujours un but partout entre les deux équipes. C'est le Ghana qui est pour le moment qualifié. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amel Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.